Joji made it. Bonjour, bienvenue sur le Hardy Chaima podcast. Je me présente, je m'appelle Hardy Chaima. Pour tous ceux qui sont nouveaux, le Hardy Chaima podcast, c'est un podcast africain basé ici à Dallas, États-Unis. Nous parlons des faits de société qui concernent l'Afrique et sa diaspora. Nous avons pour thème économie, problèmes socio-économiques, religieux, et on va dire sociétal. Merci. Je voudrais d'abord dire un grand merci à tous ceux qui nous écoutent parce que ma secrétaire m'a fait part des différents pays qui nous écoutent et donc je vais essayer de saluer ces pays-là. Nous avons le Burkina Faso. Merci pour tous ceux qui nous écoutent du côté du Burkina Faso. Merci pour ceux qui nous écoutent du côté du Sénégal et aussi de la Mauritanie. Et ceux qui nous écoutent aussi à Dallas, Amérique, Gabon, Libreville, Congo, France, Australie et encore bien d'autres. Merci pour votre attention. Merci pour nous donner votre temps. Le Hardy Chaima podcast va se restructurer avec différents programmes et ces différents programmes ont pour but de vous donner encore plus de qualité pour notre contenu. Nous aurons un programme dédié à l'apprentissage d'anglais. Ce sera un programme de 30 minutes ou 20 minutes, ça dépend de la leçon. Et dans ce programme-là, nous allons faire des cours pour que vous puissiez maîtriser certains mots anglais. Parce qu'aujourd'hui, l'anglais, c'est la langue du business et c'est important de s'y intéresser. Et ici, quand on parle de business, legacy et vie, on veut aider les gens qui nous écoutent à s'intéresser à l'anglais. Et il y a quoi de mieux que d'écouter et d'apprendre l'anglais avec votre podcast favori. Et l'autre rubrique sera rubrique news. Rubrique news va en fait envelopper une rubrique où on parlera des nouvelles de manière globale, mais plus focalisée sur l'économie. Vous allez remarquer qu'on se base beaucoup sur l'économie. On se base beaucoup sur l'économie parce que c'est l'économie qui nous fait manger. L'économie est la plateforme dans laquelle un pays paie ses dettes, paie ses travailleurs, paie ses employés, etc., etc. Donc, on peut pas parler de business sans parler d'économie. Donc, nous allons consacrer une rubrique spéciale pour parler de l'économie globale, américaine et africaine et les différents moves que les grandes entreprises font sur le terrain en Afrique et partout ailleurs. La troisième rubrique, nous allons parler de rubrique histoire personnelle où j'inviterai des gens qui vont partager leurs histoires personnelles de réussite, de progression personnelle. Moi aussi, je partagerai certaines anecdotes, si j'en ai, pour pouvoir édifier les gens sur les différentes difficultés qu'on peut faire face dans la vie. Et cela aussi va aider d'autres personnes à être inspirées par ces histoires et à faire plus.
Et je pense que la quatrième rubrique, elle, elle sera focalisée sur le mindset. Le mindset, bon, le mindset, vous savez déjà ce que c'est, mais je vais quand même rappeler. Le mindset, c'est un état d'esprit, c'est une mentalité, c'est une manière de voir les choses, une manière de comprendre les différents événements euh, qui, euh, qui définissent nos vies, nos actions, etc., etc. Parce que je pense réellement qu'on ne choisit pas directement notre avenir. Enfin, vous allez me demander comment tu choisis pas directement ton avenir. Non, ce sont nos actions qui choisissent notre avenir par les conséquences de nos actions. Et qu'est-ce qui est derrière nos actions? C'est ton état d'esprit. Donc imagine-toi si tu es colérique, ce qui est un état d'esprit, une émotion, tu ne réfléchis pas bien, tu prends la voiture, tu fais un accident, tu deviens paralysé. Tu n'as pas choisi d'être paralysé consciemment, mais tu as posé une action qui a abouti à cette conséquence-là. Et cette action est venue du fait que tu étais énervé, le fait que tu t'es énervé, ça t'a poussé à réfléchir d'une certaine manière qui n'était pas cohérente. Et à cause de ça, tu vis les conséquences que tu n'as pas vraiment choisies consciemment. Et c'est comme ça que beaucoup d'entre nous vivent une vie. On vit une vie qu'on n'a pas choisie consciemment, mais parce que nos actions ont appelé les conséquences. Et si vous voulez changer vos conséquences, on va devoir changer vos actions. Et pour changer vos actions, il faut changer votre manière de réfléchir. Et c'est vraiment important que je m'appesantis sur notre manière de réfléchir parce que après la colonisation, l'esclavage et nos indépendances, notre manière de penser a été aussi colonisée. Notre manière de penser a été façonnée d'une certaine manière pour que nous ne puissions pas nous voir comme des personnes qui peuvent produire de bonnes choses. Nous ne puissions pas nous voir comme des personnes qui peuvent accomplir de grandes choses. Et oui, tout ce que nous avons vécu dans notre histoire a eu des conséquences profondes sur la manière dont on pense et la manière dont on se voit. Et c'est pourquoi c'est très important de parler de la mentalité. Aujourd'hui, le thème de notre podcast aujourd'hui, de notre épisode aujourd'hui, c'est un slogan de notre compagnie qu'on a créé ici à Dallas. La compagnie qu'on a créée s'appelle Chaima Capital. Et laissez-moi revérifier le slogan parce que je sais pas pourquoi j'ai oublié ça. Voilà. Le slogan dit « Le futur est africain ». C'est le slogan de notre compagnie. Le futur est africain. Je le dis parce que ce slogan enveloppe beaucoup de choses. Beaucoup de choses qu'on va essayer de décortiquer au fil de cet épisode-là. Pourquoi je dis le futur est africain? Parce que inconsciemment, on nous a fait croire que le futur n'était pas africain, le futur était ailleurs. C'est pourquoi, jusqu'à maintenant, nous avons des jeunes qui essayent de manière illégale ou légale de venir en Europe, de venir en Amérique, de venir au Canada. Oui. Et je comprends parce que moi-même, j'ai été victime de cela. Je pensais que l'avenir serait autre part qu'en Afrique.
Mais quelquefois, il faut faire un voyage pour découvrir des choses et se rendre compte en fait que tu ne découvres pas les choses, mais tu te découvres toi. Et donc en voyageant, moi par exemple en voyageant partant en Amérique, j'ai découvert beaucoup de choses sur moi, sur ma personne, sur mon identité et sur ce que l'on pense de moi. Quand je suis venu aux États-Unis, j'avais une idée des États-Unis. Je me suis dit, voilà, je viens aux États-Unis, c'est le pays des opportunités, parce que c'est comme ça qu'ils se marketent dans le monde entier, que si vous venez aux États-Unis, euh, vous allez vivre le rêve américain. Ils ont même créé un concept, le rêve américain. Le rêve américain consiste à quoi? Tu viens, tu travailles, tu évolues dans la société, tu peux être n'importe qui et tu peux quitter de zéro à des choses extraordinaires. Mais ils n'ont pas, ils ont oublié de mentionner cette petite rubrique qui dit que le rêve américain est sujet à certaines choses. Qu'est-ce que je veux dire par là? Le rêve américain est sujet à certaines choses. Par exemple, on ne mentionne pas comment les Noirs ont été traités aux États-Unis et pourquoi la majorité des Noirs américains sont dans euh, un état de pauvreté qui ne correspond pas à la richesse du pays. On ne mentionne pas le racisme qui a été présent dans la plus grande période d'existence des États-Unis, depuis sa fondation jusqu'à la mort de Martin Luther King dans les années 50. On ne mentionne pas cela. On ne mentionne pas les discriminations qui ont été faites. On ne mentionne pas le racisme qui est toujours existant, même ici en 2025. Pourquoi je dis ça? Parce que Google, on les a amenés aux tribunaux pour discrimination. C'est pas la première fois. On a des entreprises qui ont été amenées aux tribunaux pour discrimination raciale. Et on ne parle pas de ça. Et la question qui m'a toujours été posée quand je parle aux gens, c'est mais pourquoi on maltraite toujours la peau noire? C'est la question que je me pose toujours quand je parle avec des amis, quand je discute avec des sujets, sur des sujets qui nous concernent. On m'a toujours dit, mais pourquoi on maltraite toujours la peau noire? Partout où tu vas, la peau noire est toujours maltraitée. Récemment, j'ai suivi un documentaire. Je me rappelle pas le pays, en fait. Je ne sais pas, c'était un pays musulman du nord de l'Afrique. Je ne me rappelle pas. Peut-être c'était la Tunisie ou l'Algérie, je ne me rappelle pas. Mais dans ce documentaire qui est disponible sur YouTube, il y a des descendants noirs qui ont vécu plusieurs générations dans ces pays-là, parce qu'ils ont été, il y avait aussi cette période d'esclavage arabe où il y avait des Africains noirs qui ont été pris pour être amenés dans ces pays-là. Et au fil des années, ils sont restés, ils sont intégrés dans la société et tout cela. Mais il y a toujours une différence entre les Noirs de ce pays et les autres couleurs. Et les Noirs de ce pays vivent toujours dans la pauvreté comparé aux autres communautés. Et c'est pas le seul pays qui le fait. Il y a plusieurs pays qui le font.
Et ça me désole. Ça me désole que la perception de l'homme noir est toujours qu'il n'est pas intelligent, qui, euh, euh, qui ne, qui ne réfléchit pas alors que, au fil des années, nous avons eu des inventeurs, nous avons eu des créateurs, nous avons toujours des hommes exceptionnels qui font des grandes choses et qui sont de couleur noire. Mais si tu es en Afrique, que tu as vécu en Afrique pendant un bon bout de temps, tu vas remarquer que on nous a, pas de manière intentionnelle et pas de manière directe, mais on nous a amené à comprendre que les autres sont meilleurs que nous. Pourquoi? Parce qu'ils vivent mieux, leur pays est bien tracé, leur économie est bien. Et par contraste, comme nous vivons dans des situations erronées, bizarres, il y a forcément quelque chose qui ne va pas chez nous. Et c'est comme ça que nous développons des idées qui, au lieu de nous propulser vers des objectifs qui vont changer des choses, nous adoptons des idées qui consistent en fait à nous négliger, pas nous abrutir, mais nous enlever de l'équation. Qu'est-ce que je veux dire par là? Quelquefois, nous pensons que les autres sont mieux équipés intellectuellement que nous. Pas tout le monde. C'est pas tous les Africains qui pensent ça. Je dis qu'il y a cet esprit qui existe parmi certains qui pensent que l'Européen, l'Américain, le Chinois est plus intelligent que nous. Vous allez me dire, mais comment tu peux dire des choses comme ça? Je vais te prendre 3, 4 exemples simples. Je me rappelle mon père, qui est toujours en vie bien sûr. Mon père, il travaillait dans la construction. Il avait beaucoup d'expérience dans la construction. Il avait un background en télécommunication. Mais après, quand il a voyagé, il a changé de domaine. Il s'est donné dans la construction. Et donc, il m'a raconté une fois qu'il ne comprend pas pourquoi il y a des superintendants. Superintendants, c'est ceux qui viennent voir le déroulement de la construction, de l'œuvre, etc., etc. Et il a remarqué qu'il y avait des blancs qui n'avaient même pas le bac. Ils le commandaient. Je répète, il y avait des blancs qui n'avaient même pas le bac et qui le commandaient. Et c'est cette conception de penser que les blancs sont plus intelligents que nous. Une autre histoire. Durant la période de Air Afrique, vous saviez que pendant un certain temps, nous avions une compagnie aérienne qui s'appelait Air Afrique. Je crois Air Afrique, oui. J'ai suivi le documentaire sur YouTube. Et qu'est-ce qui s'est passé? Donc, c'est des présidents, c'est des pays qui se sont mis ensemble pour créer Air Afrique. Et parmi l'un des présidents, je ne citerai pas son nom, je ne cherche pas les problèmes. Un des présidents a dit qu'on a besoin d'un directeur général. Mais c'est mieux qu'il soit français parce que les Français sont mieux équipés que les Africains. Parce que le choix devait être entre un Français et un Africain. Ils ont préféré prendre un Français et le Français a mis la compagnie en faillite. Et tout est histoire. Ne m'écoutez pas, allez sur YouTube, tapez Histoire de Air Afrique et vous saurez de quoi je parle. On nous a fait comprendre que, intellectuellement, historiquement, on nous a fait comprendre qu'intellectuellement, on n'arrivait pas à la cheville des autres civilisations. Jusqu'à nous faire croire que l'Égypte, qui est en Afrique, n'était pas vraiment africaine. Et si vous martelez à un peuple qu'en fait vous n'êtes bon à rien,
pendant un certain bout de temps, ce peuple va se comporter comme des personnes qui sont bonnes à rien. Et c'est là où nous avons fait une erreur. C'est là où nous avons fait une erreur. C'est de croire des idées qui ne viennent pas de nous, à propos de nous-mêmes. Et si vous écoutez mon autre podcast qui s'appelle « Pourquoi l'Afrique est pauvre ?», vous saurez que la pauvreté en Afrique n'est pas ce n'est pas naturel. Elle a été manufacturée, elle a été fabriquée. La pauvreté en Afrique n'est pas naturelle, elle a été fabriquée. Je ne vais pas m'étendre sur les différents aspects de cette fabrication parce que je me suis déjà étendu sur ça. Regardez sur mon podcast, d'où vient la pauvreté en Afrique. Cliquez sur ça, écoutez et vous allez comprendre de quoi je parle. La pauvreté n'a pas été une conséquence de nos actions ou du manque de nos actions en tant que groupe. Mais ça a été une planification. Parce que vous allez remarquer que l'Afrique avait été partagée par des gens qui ne vivaient pas en Afrique. Je répète, l'Afrique a été partagée par des gens qui ne vivaient pas en Afrique. C'est comme si moi, je vois une maison où vous habitez et je dis, bon, ok, je vais occuper ce salon, je vais occuper cette chambre et je vais utiliser votre travail pour m'enrichir. C'est ce qui s'est passé. C'est notre histoire. On ne peut pas faire comme si, voilà, ça n'a jamais existé. C'est notre histoire. C'est notre histoire. Et savoir notre histoire, c'est de savoir où est-ce qu'on a commencé. Parce que si on sait où est-ce qu'on a commencé, on pourra se défaire des liens qui nous empêchent d'avancer. Et un des liens qui nous empêche d'avancer, c'est de penser que nous sommes incapables de sortir de nos situations. C'est de penser que nous avons toujours besoin des autres pour exister. C'est de penser que nous avons besoin des autres pour évoluer. Toutes les solutions qui existent pour améliorer votre situation est en nous. Maintenant, la clé, c'est de travailler ensemble. C'est cette clé qui nous manque. Pourquoi je dis ça? Moi, je suis africain. Je suis né au Congo. J'ai jamais pensé à visiter la Tanzanie, la Mozambique, le Zimbabwe, l'Ouganda, au Kenya. Pourquoi? Je suis africain. Mais la première idée qui m'est venue à l'esprit, c'est de visiter la France. C'est de visiter les États-Unis. C'est de visiter la Belgique. Où il y a des gens qui nous ont montré historiquement qu'ils ne veulent pas nous voir en fait. Qui nous ont montré historiquement qu'ils ne nous aiment pas, sans nous connaître. Mais je préfère aller là-bas parce que j'ai peur d'aller dans des pays africains qui sont comme moi. Mais je veux pas aussi faire comme si j'ignore la xénophobie qui existe entre nous. Il y a une xénophobie qui existe entre nous. Mais ce qui me fait rire, c'est quoi? C'est que voilà, je suis gabonais, je suis ivoirien, je suis italien, je suis kényan. Mais quand les autres communautés viennent nous visiter, ils nous voient tous comme africains. Ils ne voient pas tout ça. C'est nous qui voyons ça. C'est nous qui voyons que je suis européen, je suis kényan, c'est nous qui voyons ça. Mais eux, ils nous voient comme africains. On est tous africains. Il y avait une vidéo des années 70, qu'on avait 75, on avait filmé au Gabon, où on interrogeait des expatriés. Ces expatriés étaient français.
Et on leur demandait comment se passe votre séjour ici au Gabon. Ils disaient, oh, les Africains sont très gentils. Ils n'ont pas dit les Gabonais. Ils n'ont pas dit les Gabonais, ils ont dit des Africains. Oh, les Africains sont très gentils. Tout ça pour dire que la division identitaire qu'on a entre nous est la force d'autrui. Parce que les autrui nous voient comme un, mais nous, on se voit comme plusieurs, différents. C'est pourquoi il est tellement difficile pour avoir un visa, juste pour visiter notre propre continent. Est-ce que c'est normal? Le plus riche africain, d'un côté, a parlé de ça dans une conférence, dans un forum international où il disait que ce n'est pas normal. Il était à côté d'un confrère, je sais pas, belge. Il était belge, en tout cas il était blanc. Je sais pas de quel pays il était. Il disait que moi je suis africain. Pour aller dans mon continent, j'ai besoin d'une quinzaine de visas. Lui, quand il voyage, il n'a pas besoin de ça. Comment t'expliquer ça? Comment t'expliquer que nous, Africains, nous soyons autant divisés qu'on a du mal à voyager et à connaître notre voisin? Parce que si je dis que le développement ne viendra pas d'autrui, ce que je veux dire, c'est que je ne dis pas que le développement ne peut pas venir de notre frère. Parce que nous avons des besoins et des connaissances différentes. Le Gabon a des besoins différents de la Côte d'Ivoire, de la Mozambique. Est-ce qu'on ne peut pas s'asseoir et créer une économie qui se complète, où chacun tire son jeu, où chacun profite? Est-ce qu'on l'a déjà fait? Les autres sont assis pour dominer le monde. Mais est-ce qu'on s'est assis pour reprendre notre dignité et notre liberté? On ne l'a pas encore fait. Oui, on a créé l'Union africaine. C'est vrai. Et en ce moment, je vois beaucoup de mouvements de jeunes qui essaient de créer quelque chose. C'est très important. Mais ce que je veux parler ce soir, c'est quand tu vois un Africain, est-ce que tu vois ton ennemi ou est-ce que tu vois ton ami? Parce que dans le mot économie, qui vient d'un mot grec, ça parle d'association. Il n'y a pas d'économie sans personne. Pour qu'une économie existe, on a besoin de la collaboration. Pour qu'une économie grandisse, on a besoin d'une collaboration à grande échelle. Est-ce qu'on est capable de le faire? Nous avons encore les fantômes du colonialisme derrière notre tête qui fait en sorte que l'on ne voit pas notre confrère africain comme quelqu'un de fiable. Mais on voit un étranger qui n'est pas africain comme quelqu'un de fiable. Aujourd'hui, le développement des pays c'est une compétition. Chacun veut tirer son épingle du jeu. Chacun veut s'enrichir. Et on ne peut pas le faire seul. C'est pourquoi je dis le futur africain. Le futur africain parce que il est temps que l'Africain prenne possession de son futur. Il est temps que l'Africain prenne possession de ses capacités qui ont été cachées par des histoires qui n'ont pas de faits réels. Il est temps de reposséder les capacités intellectuelles,
mentale, économique que nous avons en nous. On a plein de jeunes qui ont du talent. On a plein de monde qui peut faire des choses grandioses. La preuve, c'est que quand certains Africains quittent l'Afrique pour aller en Europe, en Amérique, ils brillent. On a des chirurgiens, on a des architectes, on a des scientifiques. Ils brillent parce qu'on n'a pas su créer un environnement qui respecte leurs talents et qui nourrit leurs talents. La question à se poser, c'est est-ce que c'est la faute des dirigeants ou la faute de la population qui laisse les dirigeants faire n'importe quoi? Je ne sais pas. C'est à vous de voir. C'est à vous de voir. Mais on ne peut pas continuer à projeter la responsabilité de nos vies sur quelqu'un d'autre. L'histoire est passée avec ses bonnes et ses mauvaises choses. C'est à nous de connaître cette histoire-là. Mais comme on dit en anglais, c'est aussi à nous de s'empower. On a besoin de reconquérir notre pouvoir sur nos vies et sur notre futur. Et pour le faire, on doit savoir que le futur, il est africain. Parce que ici, en Amérique, ils vont atteindre leur stagnation économique. Ils ont atteint leur stagnation économique. En France, parlons même pas. La Chine a rattrapé tout le monde. L'Inde est en train de venir en deuxième, troisième position. Nous devons être le futur de l'économie mondiale. Et nous pouvons l'être parce que nous avons beaucoup de travail à faire. Nous avons beaucoup de talents cachés qui ont juste besoin d'être explorés. La question à se demander, c'est comment le faire? Comment le faire? On va commencer à opérer un changement lorsqu'on va changer nos propres vies. On doit être responsable de nos propres vies. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est ta responsabilité d'être productif. Aujourd'hui, les réseaux sociaux permettent à des jeunes gens d'être découverts. Il faut qu'on arrête d'être consommateur. Il faut qu'on commence à être des producteurs. Que nous produisons des choses, que nous produisons des contenus médiatiques, que nous produisons des choses. Et aussi que nous utilisons notre imagination et ingéniosité pour casser les barrières économiques qui ont été placées devant nous. Parce que si la Chine a su le faire, si Singapour a su le faire, nous pouvons le faire. Mais nous ne pouvons pas le faire seuls. Nous ne pouvons pas le faire seuls. Et si nous n'arrivons pas à faire confiance à notre prochain qui est africain, je n'ai pas dit quelqu'un qui est de notre tribu ou de notre pays, mais si nous n'arrivons pas à faire confiance à un Africain comme nous sommes destinés à souffrir, à demander et à être dépendants. Allez, merci de m'avoir écouté et à bientôt.